Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal en ce dimanche 20 mai 2012. Dioncounda Traoré assurera la présidence de la transition, affirmation faite ce matin par les émissaires de la CEDEAO. C'était après avoir été reçu successivement par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le président de la République par intérim. Amadou Sankaré pour le compte-rendu des entretiens. 48 heures après l'adoption du projet de loi portant amnistie des faits survenus lors de la mutinerie du 21 mars dernier, les ministres Djibril Bassolé et Adama Bictogo arrivent ici à l'Assemblée nationale. Ils sont venus saluer l'institution pour avoir traité avec diligence le sujet. Nous nous sommes félicités tous de ce que la loi portant amnistie ait été votée à l'unanimité. Et nous avons bien sûr fait le point des autres textes de loi qui doivent bientôt venir devant l'Assemblée. Et nous avons demandé naturellement la coopération bienveillante de cette Assemblée nationale pour nous permettre d'adopter toutes les dispositions et l'ensemble des mesures d'accompagnement utiles pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Par rapport à la présidence de la transition, les concertations d'hier, semble-t-il, ont fait bouger les lignes. Mais quelle est la solution retenue? La solution retenue, c'est que le président par intérim, M. Dioncounda Traoré, continue à exercer la présidence par intérim pendant la période de la transition. Il n'y a pas de conditionnalité. Je pense que l'adhésion des membres du CNRDRE aux dispositions prises par les chefs d'État de la CEDEAO, cette adhésion est pleine et entière. Après l'Assemblée nationale, les émissaires accompagnés cette fois-ci du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Guinit, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, et les chefs d'état-major du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont été reçus par le Premier ministre. Là aussi, les échanges ont porté sur la médiation en cours. On continue les concertations. Vous avez dit pour réussir cette transition, il y a des mesures d'accompagnement, par exemple lesquelles? On vous le dira. Enfin, la délégation a été reçue par le président de la République par intérim Dioncounda Traoré, mais rien n'a filtré des entretiens. C'est donc une journée dominicale bien remplie pour les émissaires de la CEDEAO qui ont pu faire le tour des parties prenantes. La coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, a tenu cet après-midi au siège de la CSTM une conférence de presse pour expliquer la nécessité de la tenue d'une convention nationale souveraine qu'elle s'apprête à organiser les 21 et 22 mai prochains au CICB. Nous écoutons quelques interventions au micro de Amara Malé Diallo. La seule issue à cette situation, c'est de sortir du tête-à-tête CNRDE, CEDEAO et que le peuple malien se prononce. Ce que nous avions demandé depuis le début. Nous sommes arrivés à la veille de cette convention nationale que la COPAM, avec différentes organisations, différents regroupements, se prépare à organiser demain, le 21 et 22 mai, afin, en fait, de se prononcer, de trancher du point de vue de la société civile, des organisations démocratiques, du point de vue du peuple malien, qui n'est pas celui de la CEDEAO, selon nous, du point de vue de la nation malienne, les questions clés qui sont posées dans la transition au Mali. Il s'agit bien des questions liées à la présidence de la transition, de la durée de la transition, que de la question cruciale du Nord Mali, qui est la préoccupation fondamentale de tous les Maliens aujourd'hui, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, notre union nationale qui a été remise en cause, de la question des préparations pour aller vers une sortie de crise sur la base d'élections libres, transparentes et crédible. Dans ce cadre, bien entendu, l'état de la nation sera examiné et la conférence aura à se prononcer sur les questions essentielles qui nous préoccupent. Dans une situation qui n'est pas réglementée par la Constitution, parce que, quelle que soit la bonne volonté des constituants, notamment ceux de 1992, ils ne peuvent pas prévoir tous les cas de figure. Il en est d'ailleurs ainsi dans tous les pays du monde.
Dans ces conditions, pour pallier à cette situation, il faut donc organiser le fonctionnement, la continuité des pouvoirs. C'est ainsi donc qu'on peut recourir à une convention qui, juridiquement, est le procédé par lequel le soin d'élaborer des dispositions constitutionnelles est confié à une assemblée spécialement désignée à cet effet. Voilà, à l'instant, quelques réactions suite à l'organisation d'une conférence de presse par la COPAM. Sur un tout autre sujet, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, se préoccupe de la préservation des manuscrits et des mausolées des saints de Tombouctou et de Gao classés patrimoine de l'humanité. Une rencontre s'est tenue dans ce sens ce matin avec les organisations de la société civile et la délégation de l'UNESCO qui séjourne actuellement au Mali. C'était au ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Reportage de Daouda Sediki Diara. Les organisations de la société civile s'associent à l'UNESCO pour la préservation des manuscrits et des mausolées des villes du nord de notre pays classés patrimoine de l'humanité. Au cours de cette rencontre, ils ont fait des propositions concrètes visant à sauvegarder les biens culturels. Avec une bonne collaboration entre UNESCO et ISESCO, on va trouver une solution pour notre problème au nord du Mali et précisément à Tombouctou, si on sait que Tombouctou est devenu un patrimoine mondial. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme a beaucoup insisté sur la sensibilisation afin de préserver ces biens communs. On n'aura peur de personne pour dire que nous allons préserver nos intérêts, que nous allons préserver nos biens culturels qui font partie de nous-mêmes. Quelqu'un qui profane nos tombes, il a déchiré une partie de notre corps. Nous ne supporterons pas cela. Et nous le disons avec la plus grande énergie qu'il faut, que quels que soient les moyens qui nous sont donnés, nous les mettrons en œuvre avec l'accord de la communauté internationale, sans léser qui que ce soit, mais nous allons nous garder nos biens qui font notre fierté. La rencontre s'est achevée par une conférence de presse. Les préoccupations des hommes des médias ont concerné les méthodes utilisées pour préserver les manuscrits en période de conflit. Cet héritage que nous avons reçu, notamment les manuscrits de Tombouctou, la ville des 333 saints, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous ne pouvons pas ne pas s'occuper de cela. Et c'est tellement important qu'il est indispensable aujourd'hui. Et nous en avons discuté avec le coordonnateur résident que toute action humanitaire qui est entreprise tienne en compte aussi cet héritage que nous avons. Donc c'est un peu l'objet de cette mission. Mes collègues sont là du patrimoine mondial de l'humanité. Ils sont très très préoccupés par la situation. Nous avons eu beaucoup d'assurance de la part du gouvernement de faire le maximum pour protéger, pour préserver ce patrimoine. Et nous avons aussi assuré le gouvernement que tout ce qui est en notre capacité en tant qu'institution internationale qui garde le patrimoine mondial de l'humanité et qui a la capacité de travailler avec la communauté internationale, nous ferons aussi de notre côté tout ce qu'il est possible de faire pour nous assurer que cet héritage est bien protégé. Les forces vives de la région de Sikasso soutiennent les actions du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE. Elles viennent de signifier leur soutien à travers une marche pacifique ayant pour terminus le gouvernorat de la 3e région, marche suivie par Oumar Maïga. De la tribune du Mamelon de Sikasso en passant par la route nationale 6, l'avenue Oya et le gouvernorat, les forces vives de la région de Sikasso ont, à travers une marche pacifique, réaffirmé une fois de plus leur soutien au Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Les compatriotes vivant dans les régions nord du Mali, ainsi que toutes les personnes déplacées par cette crise. Condamnons la violente flagrante de l'accord cadre par la CEDEAO, en l'exigeant l'application intégrale de cet accord cadre par la CEDEAO. Situons l'initiative de la tenue d'une convention nationale proposée par le président de la CNRDE. Sollicitons l'appui de la communauté internationale en faveur de l'armée pour la reconquête des régions nord du Mali. Une initiative du regroupement de l'ensemble des forces vives
hautement appréciée par les hautes autorités. C'est une initiative que nous saluons et qui nous donne l'occasion de vous réitérer nos remerciements et nos félicitations pour le comportement exemplaire dont alors l'ensemble des forces vives de la région de Sikasso ont fait montre. Et je voudrais vous assurer que la déclaration que vous venez de nous remettre sera remise aux plus hautes autorités et acquis des droits. Les forces vives de la région de Sikasso à l'unisson se sont engagées davantage en faveur d'une résolution pacifique de la crise dans un Mali uni et réconcilié. Nous restons dans la même région. La route nationale 7 reliant Sikasso à Bamako verra bientôt circuler de nouveaux cars. Des cars fruits du partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, la Société coopérative des chauffeurs de taxi de Sikasso et la Banque Atlantique. La remise des cars a eu lieu hier samedi. Le compte-rendu de Sekou Konaté. 8 cars flambant neufs de 24, 34 et 54 places d'une valeur de 300 millions de francs CFA, c'est ce lot que la Société coopérative des chauffeurs de taxi de Sikasso vient de recevoir. Il est le fruit des partenariats ANPE, Société coopérative des chauffeurs de taxi de Sikasso et Banque Atlantique. En ces temps de chômage et d'incertitude, cela engage pour la sécurité non seulement pour les chauffeurs, mais aussi pour les usagers et les clients. Cette opération permet de renforcer la sécurité routière dans notre pays. Ville Carrefour est réputée pour son dynamisme dans le secteur des transports. La réalisation du présent projet est le témoignage de l'engagement et du sérieux des acteurs du secteur. Habitants de la région de Sikasso, nous vous assurons que cette coopération ne marque le début de notre mission à participer au développement socio-économique de cette région. Et nous réitérons au gouvernement malien que le partenariat naissant entre l'ANPE et notre institution bancaire sera pérenne et fructueux. Une initiative de grande portée pour les autorités du pays qui prône l'unité dans l'action. Je crois de plus en plus se regrouper dans une coopérative, se regrouper dans une PME paraît être, je crois, la solution d'avenir pour à la fois réduire les risques, pour assurer la pérennité en tout cas des opérations que nous allons entreprendre, et puis aussi pour créer plus d'emplois. Un premier tour dans un des joyaux roulants a permis aux ministres et autres personnalités de savourer le confort qu'offrent ces bus qui sont destinés à la desserte des lignes intérieures du pays. Le ministre Diakité, en marge de cette cérémonie, a procédé au lancement du logiciel Accueil et Emploi de la NPE Sikasso. Un logiciel destiné à constituer une base de données des demandeurs d'emploi. Nous vous annoncions hier que des dons seraient remis aujourd'hui aux déplacés du nord du Mali à Ségou. Eh bien, c'est chose faite. Le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées a offert des kits scolaires, des nattes et des couvertures aux familles déplacées. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a ajouté à cette action gouvernementale 18 tonnes de vivres. De Ségou, la correspondance de Brahima Koni. Comme on pouvait s'y attendre, les déplacés du Nord dans la ville de Ségou ont eu droit à l'assistance au réconfort du gouvernement du Mali et de l'un de ses partenaires, le PAM. Il s'agit du Programme alimentaire mondial. Dans cette optique, le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité des personnes âgées a offert 410 kits scolaires, des couvertures, des nattes aux déplacés résidant dans la ville de Ségou. Ceci est un geste qui devra contribuer à redonner la joie à ces populations en situation difficile. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction par rapport à la solidarité. D'abord à l'endroit de la population de Ségou qui a bien voulu accueillir les frères et sœurs déplacés du Nord. Ce problème qui est intervenu dans le nord du Mali est aujourd'hui un problème de tous les Maliens. Il n'est plus question que du Nord, mais il est question aujourd'hui du Mali. Nos frères et sœurs qui se sont déplacés ont pu trouver auprès des parents, des amis, aujourd'hui une situation certes qui répond aux premières urgences.
À cette action gouvernementale s'ajoute l'appui du Programme alimentaire mondial. Ce partenaire a offert 18 tonnes 400 kg de vivres aux déplacés et des rations alimentaires à 250 familles d'accueil. On sent vraiment les douleurs qu'ils ont et on est là, mais c'est aussi notre travail. On est une agence humanitaire et c'est ça qu'on fait. Alors on est là, on fait notre travail. Ces différentes actions du gouvernement du Mali et du Programme alimentaire mondial devront certainement requinquer le moral des déplacés du Nord à Ségou. Elles consistent également à aider les familles d'accueil à améliorer la qualité de la prise en charge. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, quant à lui, était en visite en 5e région. C'était pour s'enquérir de la situation scolaire sur le terrain. Le ministre Adama Wane a pu se rendre dans certaines écoles qui abritent les élèves déplacés et sur le chantier du lycée technique de Sévaré. Il a aussi échangé avec les autorités administratives et scolaires sur la situation de l'école. Le reportage de Moustapha Doumbia. C'est par l'école fondamentale de Walirde, dans la commune de Sokura, cercle de Mopti, que le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a entamé cette visite de terrain. Une visite qui conduit ensuite le ministre et sa délégation au lycée technique de Sévaré, dont les travaux sont en cours de finition. C'est avant tout de tâter le pouls du terrain, comme on dit, et de faire une idée de la réalité en ce qui concerne les populations déplacées et les élèves qui ont été accueillis massivement donc en 5e région. J'en ai profité évidemment aussi pour voir certains équipements scolaires, comme donc ce merveilleux lycée technique en cours d'achèvement. Nous espérons que cet établissement sera disponible à partir de la rentrée prochaine. La région de Mopti a déjà accueilli plus de 15 000 personnes déplacées, parmi lesquelles on compte près de 1900 élèves. Pour l'académie d'enseignement de Mopti, le nombre d'élèves déplacés à ce jour est d'environ 1342, dont 152 candidats au DF et 350 au baccalauréat. Quant à l'académie d'enseignement de Douanza, elle a reçu près de 600 élèves. Je me rends compte que nous avions un problème de déplacés, ce qui est réel. Mais le grand défi qui se pose à nous, c'est qu'en fait, nous avions beaucoup d'élèves qui n'ont pas bougé et donc qui sont dans des zones occupées, ce qui évidemment nous pose un défi majeur et nous invite à trouver des solutions, je dirais, plus imaginatives pour essayer de leur servir et d'organiser aussi bien les cours, mais surtout aussi les examens. Un autre aspect de cette visite du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, c'est la rencontre avec les autorités administratives et scolaires de la région sur les préoccupations de l'école. Le ministre Adama Wane a aussi remis des matériels scolaires et des vivres au comité régional de crise en guise de contribution à la prise en charge des élèves déplacés. Nous quittons Mopti pour Tombouctou. Sentant l'imminence de la pénurie d'eau, les jeunes de Tombouctou s'organisent. Ils viennent d'initier la réhabilitation des puits à grand diamètre dans tous les quartiers de la cité des 333 saints. Certains de ces puits abandonnés depuis plus de 15 ans étaient complètement rebouchés. Une opération soutenue financièrement par les chefs de famille qui se sont mobilisés derrière la jeunesse de Tombouctou. Makanfi Konaté a fait le tour des puits réhabilités. Voici son reportage. Aide-toi, le ciel t'aidera. Cet adage, la jeunesse de Tombouctou semble l'avoir bien compris. Pour pallier au manque imminent d'eau potable, les jeunes de Tombouctou ont décidé d'agir. Leur trouvaille, remettre en état des puits abandonnés depuis plus de 15 ans dans tous les quartiers de Tombouctou. L'opération a obtenu l'adhésion d'un nombre impressionnant de jeunes. Les premiers résultats sont très satisfaisants. On a entendu qu'il y aura des coupures d'eau et d'électricité. Et pour cela, tous les jeunes des différents quartiers sont mis ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes à Belle-Farandi, où les jeunes ont pris vraiment le devant des choses et ils ont commencé à faire les travaux. Ils sont vraiment sortis massivement pour recreuser tous les anciens puits. Des forages mécaniques ont également été réhabilités au grand bonheur des ménagères premières concernées par la crise d'eau. La réhabilitation des puits à grand diamètre, parfois profonds de plus de 30 mètres, requiert de la technicité et surtout des moyens financiers importants. Des difficultés qui ne sont pas insurmontables pour une jeunesse tombouctienne déterminée à prendre son destin en main.
Nous sommes présentement à partir de au niveau de 7 puits déjà réhabilités et 2 forages déjà fonctionnels aujourd'hui. À partir des cotisations des membres et des collectes de fonds de porte en porte par les chefs de famille et les femmes et les enfants de chaque famille de ce quartier ont contribué et les gens de bonne volonté aussi. Outre la crise de carburant, des défaillances mécaniques sont également signalées sur les groupes électrogènes, occasionnant une panique au sein de la population. Mais la Croix-Rouge malienne est déjà à pied d'œuvre pour circonscrire rapidement les problèmes. Nous avons aussi été informés qu'une pièce très importante du système était défectueuse. Alors cette pièce, nous l'avons relevée et il y a même un SOS qui a été envoyé à Bamako. Mais nous sommes venus aussi avec la pièce et nous avons promis de faire quelque chose avec le Haut Conseil afin qu'au moins cette pièce existe. Et par rapport au carburant, nous attendons que les accords se scellent entre le mouvement international, donc la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge, pour que nous voyions, ce n'est peut-être pas les 80 000 litres qu'il faut par jour qu'on va donner pendant une éternité, mais en termes de dépannage, des solutions d'approche sont possibles. En attendant des solutions rapides et durables, les Tombouctiens commencent à s'accommoder à l'eau insalubre des puits avec son corollaire d'ennuis de santé. Voilà les jeunes de Tombouctou qui sont en action pour faire face à la pénurie d'eau qui menace leur ville. Vous le savez, des membres du Haut Conseil islamique et leurs partenaires sont au nord du pays pour apporter assistance aux populations. Ils profitent également de la mission pour relever les défis humanitaires pour les populations des 3 régions du nord. Après 72 heures de trajet, le premier convoi humanitaire est arrivé à Tombouctou, mais pas sans difficulté. Quelles ont été les péripéties de ce convoi humanitaire? Les détails avec nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Makanfi Konaté. Lundi 14 mai, le premier convoi humanitaire fait son entrée à Tombouctou peu avant 22 h. Parti de Bamako le samedi 12 mai, le convoi est réceptionné à l'entrée de la ville de Douanzan par un impressionnant dispositif des Moudjahidines. Après les amabilités d'usage, la caravane est conduite dans la ville pour une pause petit déjeuner. Le menu est très varié. Pour les journalistes et autres citadins, c'est du café au lait. Pour les Moudjahidines, le petit déjeuner est plutôt salé et consistant. Pendant ce temps, les talibés se disputent les restes dans l'indifférence totale. Place aux choses sérieuses, vérification des listes, distribution des badges aux participants. Pour une telle mission, le code vestimentaire est de rigueur. À défaut d'être dans les normes, les journalistes ont improvisé. Le MNLA aussi est venu à la rencontre du convoi. Il s'est fait gentiment éconduit par un célèbre moudjahidine pour qui la séparation du Mali n'est pas d'actualité. Parce que nous, on est différents du système de rébellion qui cherche l'indépendance, des histoires de séparation. Nous, on est contre la séparation. On veut un Mali complet, unique, légitime, musulman qui pratique la charia. Clarification faite, le convoi prend 2 directions sous bonne escorte des Moudjahidines. Pour l'équipe de Tombouctou, la route est difficile et les montures peu sûres. Escale à Bambara Maoudé, le petit déjeuner est offert par les Moudjahidines et le menu est unique mais au goût de tout le monde. Après le repas, on entretient l'outil de travail. On accomplit la salade. Tombouctou, c'est aussi et surtout les dunes de Dar Salam, auxquelles tout voyageur est obligé de payer tribut. Le convoi arrive enfin au fleuve de Koriomé pour une longue traversée. Une nuit bien méritée, c'est avec une bénédiction divine que les discussions peuvent commencer
ce mardi 15 mai 2012. Discussion à laquelle la presse assiste sans comprendre mouche. Voilà, une véritable aventure humanitaire. Vous le savez, une chaîne de solidarité s'est formée autour des populations du Nord Mali. Le Conseil islamique de Caille apporte lui aussi son soutien aux populations du Nord. Il a collecté 3 855 000 francs CFA et une importante quantité de vêtements pour nos compatriotes des régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Ces fonds et dons en nature ont été présentés hier, samedi, au gouverneur de la région avant leur acheminement vers le nord par le Haut Conseil islamique du Mali. De Caille, la correspondance de Mahamadi Alioubari. À travers cette cérémonie, le Haut Conseil islamique de Caille a présenté au gouverneur des régions les fonds et les dons en nature qu'il a collectés auprès des fidèles musulmans du cercle de Caille. Il s'agit d'un chèque de 3 855 000 francs CFA, de 211 pagnes, des draps et autres habits. Ces fonds et ces avis seront transmis au Haut Conseil islamique du Mali qui, à son tour, va les remettre aux populations des 3 régions du Nord, Kidal, Gao et Tombouctou, qui sont depuis un certain temps occupées par des groupes rebelles. Cette aide, c'est pour prouver, n'est-ce pas, à nos parents qui sont au Nord, que nous sommes avec eux et qu'on est toujours ensemble. Parce que, comme on dit en bambara, une pastèque qu'on divise en 2 parties égales, une partie ne peut pas être amère et l'autre sucrée. Donc ils sont dans les difficultés, nous aussi nous sommes dans les mêmes difficultés. C'est pour cela qu'on a fait ce geste-là, pour leur témoigner, n'est-ce pas, notre amitié et notre dévouement envers leur cause. Selon le gouverneur des régions, cette aide n'est pas la première et ne sera pas la dernière dans la région de Caille. C'est un geste de solidarité fort en l'endroit de nos populations du Nord et ce geste fera tache d'huile. Certes, c'est un geste de solidarité qui se manifeste sur tout le territoire malien et tache d'huile parce que à ce niveau, c'est le premier geste du Haut Conseil islamique régional de Caille et dans l'espoir de revoir encore d'autres gestes, en tout cas comme promesse a été faite. Les responsables religieux de la cité des Rails ont prié pour une issue pacifique de la crise que connaît le nord du Mali. Autre geste de solidarité envers nos compatriotes du Nord, celui de la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Espoir qui vient de lancer un programme de collecte de fonds. Déjà, la Jeune Chambre vient de remettre une enveloppe au collectif Cri du Cœur, nous informe Tamsir Diabaté. Le patriotisme n'est pas une simple formule, c'est le devoir d'assistance dans la douleur. Et voilà, Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Espoir déclenche l'acte humanitaire. Il s'agit du projet de collecte de fonds pour venir en aide aux populations du Nord. Nous avons monté un projet parce que depuis le 17, il y a eu des réfugiés dans les différents pays. Donc nous avons un projet en collaboration avec les Jeunes Chambres internationales du Burkina et du Niger pour accompagner les réfugiés. Ce geste d'aujourd'hui, c'est un geste noble. Nous savons que nos étudiants n'ont pas d'argent, mais ce qu'ils viennent de faire, ils ont pris sur eux-mêmes pour pouvoir faire ce don. Et c'est une très bonne chose. C'est un acte de civisme. Ce deuxième anniversaire est aussi une occasion pour la présidente nationale de réaffirmer l'engagement des jeunes pour que le Mali retrouve l'intégrité de son territoire. Comme disait l'autre, les discours et les déclarations sont certes nécessaires, mais n'atteindront jamais à eux seuls les mots qui accablent à cet instant précis les populations du Nord, pour dire que les actes comptent à cet instant de douleur pour le peuple malien. Autre don, cette fois à l'endroit de l'Académie d'enseignement Rive Gauche de Bamako, offert par la Fondation Orange Mali. Le don est composé entre autres de fournitures scolaires et de moustiquaires. C'est pour encourager les ONG qui ont rehaussé le taux d'alphabétisation de 250 centres d'alphabétisation de 4 communes du district de Bamako. Une opération qui entre dans le cadre de la 3e édition de la campagne 2011 du programme vigoureux d'alphabétisation. Diamba Moussa Konaté nous en dit plus dans son reportage.
Le programme vigoureux d'alphabétisation phase 3 s'est achevé le 15 mars dernier à l'Académie d'enseignement et rive gauche de Bamako. Cette édition 2011 a donc pris en compte 250 centres d'enseignement de certaines communes du district de Bamako, soit près de 7000 apprenants inscrits. C'est pour récompenser les ONG qui ont contribué à rehausser le taux de scolarisation des centres d'alphabétisation de l'Académie d'enseignement et rive gauche de Bamako que la Fondation Orange Mali a fait cet appui. C'est un cadeau d'encouragement, effectivement, pour ceux ou bien celles qui n'adhèrent pas à la campagne d'alphabétisation. C'est pour leur dire que ce n'est pas un slogan, la campagne est bel et bien, il faut que les gens y adhèrent. Malgré quelques difficultés rencontrées pour l'atteinte de ces résultats, la directrice de l'Académie d'enseignement et rive gauche de Bamako reste confiante. Cependant, ces efforts appréciables auraient pu être améliorés si la campagne n'avait pas été jonchée de difficultés qui ont pour nom la grande instabilité des aides ménagères, les journées trop chargées de nos auditrices, le manque de salles de classe électrifiées et la faible implication des autorités communales. Le but du programme vigoureux d'alphabétisation est d'offrir à un plus grand nombre de citoyens des opportunités d'accès aux programmes d'éducation non formelle de qualité. Avant de nous quitter, cette information apportée à votre attention, suite aux rumeurs de l'arrêt des cours demain pour des raisons non justifiées, les ministres en charge de l'éducation informent que ces rumeurs sont sans fondement et que les cours se déroulent normalement dans tous les établissements et savent compter sur la compréhension de toutes et de tous. Voilà, c'est tout pour cette édition qui avait pour principale information donc la désignation du professeur Djangouna Traoré annoncée par la CEDEAO comme président de la transition au Mali. Nous y reviendrons bien entendu. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments sur l'ORTM.